Et nous allons terminer cette session avec une présentation qui sera assurée à deux voix par Fanny Amonique et Blandine Dadillon. Donc Fanny Amonique est conservatrice du patrimoine en charge des collections du premier Moyen-Âge au Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. Et Blandine Dadillon est conservatrice restauratrice du patrimoine spécialisée en art textile, diplômée en 2023 sur l'œuvre qui fait l'objet de la présentation, à savoir le retraitement des broderies de la reine Arégonde. Bonjour à tous. On voudrait déjà remercier le comité d'organisation d'avoir retenu notre proposition de communication. On est vraiment ravis d'être devant vous tous aujourd'hui. Nous, on a souhaité vous présenter aujourd'hui une intervention de longue haleine, une intervention qui a porté sur un objet assez complexe qui était anciennement restauré. On va expliquer un petit peu tout ça. Et l'un des enjeux concrets de cette restauration de longue haleine, ça a été notamment une question qui s'est posée avec beaucoup de force. C'était: faut-il intervenir ou non ? Et je vous propose dans un premier temps de vous présenter l'objet concerné, même si je pense qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent déjà. Et puis ensuite, je laisserai surtout la parole à Blandine pour qu'elle puisse vous expliquer son travail et les différents arbitrages que nous avons pu faire ensemble. Alors, les broderies d'Arégonde, ces pièces qui nous occupent aujourd'hui donc ne vous sont probablement pas inconnues, ou en tout cas vous connaissez très bien le lieu d'où elles proviennent. C'est la crypte de la basilique de Saint-Denis, et c'est là qu'elles ont été découvertes le 13 août 1959 par l'équipe de Michel Fleury, qui ont mis au jour une tombe intacte, le sarcophage numéro 49 que vous avez ici sur l'image. Et dès son ouverture, ce sarcophage va se révéler tout à fait exceptionnel. Il est rapidement reconnu comme celui de la reine Arégonde, notamment grâce à sa bague nominative. Et après quelques petites décennies de débat, on va se rendre compte qu'effectivement, on va pouvoir confirmer cette identification de manière certaine. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, ce sarcophage, il est inviolé. Il va délivrer non seulement la dépouille de la défunte avec ses bijoux que vous connaissez très certainement, mais aussi des restes de costumes. Et il va nous permettre d'apprendre énormément de choses aussi sur cette personne, son état de santé au moment de sa mort, etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est une sépulture qu'on date autour de 580. Ce qu'il faut savoir, c'est que en raison de la difficulté en fait de la fouille, des conditions qui étaient très complexes dans cette crypte, eh bien, cette tombe d'Arégonde a été prélevée par un certain nombre de plaques d'aluminium qui ont été glissées sous le corps. Et c'est ce que vous pouvez voir en fait sur le schéma. Les différents rectangles que vous voyez apparaître sont ces plaques d'aluminium. Ces prélèvements ont été envoyés en fait en laboratoire, et ils ont été fouillés en laboratoire par Albert Franz-Lanor, qui est un ancien industriel qui est devenu restaurateur, que vous connaissez sûrement. Et c'était à l'époque évidemment une technique de fouille tout à fait révolutionnaire. Et en fouillant cet amalgame de restes de bijoux, Franz-Lanor va découvrir notamment un amas de fils d'or et de textiles au niveau des poignets qu'il va parvenir à identifier. Et il s'agit de 2 galons brodés que vous voyez ici, qui mesurent environ 35 cm de long chacun et 3 cm de haut. Des galons qu'il va parvenir à déplier et à reconstituer en frises de motifs géométriques et floraux. C'est aussi ce que vous avez à l'écran. C'est une intervention qui à l'époque est novatrice à double titre, puisqu'il va déjà se filmer en la réalisant. Donc pour nous, c'est assez exceptionnel. On va vous montrer d'ailleurs le film tout à l'heure. Ça nous donne évidemment une opportunité très rare d'observer précisément les gestes du praticien. Et puis, c'est aussi une intervention novatrice parce qu'il va opter pour cette méthode de restauration assez audacieuse que Blandine va vous présenter. Il va choisir de transposer les 2 bandes de galons de fil d'or sur un papier de soie et les fixer en utilisant une cire résine liquide. Et donc, c'est comme ça que ces pièces ont été conservées depuis les années 60, collées en plein sur un montage en contreplaqué, et puis qu'elles ont été exposées au MAN ou lors d'expositions temporaires, jusqu'à peu près dans les années 2010.
Et alors, il se trouve que depuis 2020, au Musée d'archéologie nationale, on mène un travail d'étude et de restauration autour des mobiliers qui ont été découverts à Saint-Denis, et en particulier, évidemment, autour de la tombe d'Arégonde, mais plutôt un travail de re-restauration. On se penche sur le travail de France Laneur assez largement. Et ces broderies-là, bien, elles se sont assez rapidement distinguées au sein de cet ensemble parce qu'elles avaient des dégradations assez importantes. Et donc, la question, c'était à la fois de continuer d'assurer leur restauration et d'assurer leur conservation, mais aussi de leur rendre de la lisibilité à la fois pour le public, mais aussi pour les chercheurs qui continuent de les étudier, parce que vous verrez que ce n'était pas si simple. Et donc, on s'est rapidement rendu compte que ces pièces, pour être vraiment prises en charge à la hauteur de leur importance, elles nécessitaient une approche particulièrement longue et documentée, ce qui supposait en fait un investissement financier qui était difficilement soutenable pour le MAN en tant que tel. Et donc, on s'est tourné vers l'Institut national du patrimoine en pensant que ces pièces pouvaient constituer un beau sujet de mémoire pour un élève conservateur-restaurateur. Et on a eu la chance d'accrocher l'intérêt de Blandine Dadillon, ici présente. J'en profite pour la remercier à nouveau, mais aussi pour remercier l'Institut national du patrimoine pour cette collaboration très fructueuse. Et puis, sans plus attendre, on va passer au plus intéressant, à ce que Blandine va vous raconter. Alors, si ça marche, ça ne marche pas du tout. Ça marchait tout à l'heure. Super, voilà. Donc brièvement, voilà, pour vous donner une idée de ce à quoi ressemblent les broderies aujourd'hui avec la cire résine, le papier de soie et l'ancien montage. Alors, donc, pour mieux comprendre en fait la matérialité de ces pièces et donc les enjeux de l'intervention de conservation-restauration, on va d'abord passer en revue les différents éléments constitutifs, en commençant par le textile. Donc, vous le voyez sur la photographie en lumière transmise, en fait, le textile est encore présent en amas épars, et il est important de noter qu'il est présent encore à l'état organique et non minéralisé, ce qui est finalement assez rare pour la période. Néanmoins, il n'était pas du tout étudiable en l'état, et c'est seulement grâce à un détail d'une photographie sous lumière UV que nous avons pu imaginer que c'était une toile, mais sans plus de preuves. Les filets métalliques, eux, sont composés d'une âme en soie qui est pour la plupart du temps disparue et autour de laquelle une feuille d'or était enroulée, donc il ne reste aujourd'hui que la feuille d'or. On est dans une production extrêmement luxueuse dans le cas des broderies d'Arégonde, puisque ce sont des filets dits couverts, et donc voilà, ça démontre une grande richesse dans la production. Les filets sont brodés sur le textile en couchure, c'est-à-dire que le fil d'or est posé sur l'étoffe et est maintenu par des points de couture perpendiculaires. Et là encore, dans le cas des broderies, des tombes de Saint-Denis, c'est une technique que l'on trouve finalement assez peu. Ils sont en très mauvais état, la plupart sont pliés, déformés, des fois il y a des lacunes dans la feuille d'or comme vous le voyez à l'écran, et évidemment la cire résine en fusion s'est infiltrée dans tous les interstices et donc fragilise considérablement les fils d'or. Certains sont aussi soulevés et c'est une préoccupation qui a été jugée urgente car ils pouvaient être arrachés lors de mauvaises manipulations. Pardon. Alors, on a un petit film, s'il vous plaît. Voilà, donc pour vous montrer des extraits du film d'Albert France Laneur qui ne va pas tarder. C'est ça. Le voilà. suspense est insoutenable. Tu peux peut-être continuer. En attendant, c'est un. Je crois qu'il. Ça arrive. Je le vois sur l'écran, mais ça arrive très vite. Enfin voilà, en tout cas, la chance qu'on a eue, c'est d'avoir effectivement les... voilà, vous allez voir bientôt, c'est de voir les gestes de France Laneur, puisqu'en fait, c'était très difficile de comprendre la stratigraphie. Et donc, le film qu'il a tourné en laboratoire permet vraiment de rendre compte de l'état et de l'intervention. Donc, est-ce qu'on peut le remettre ? Voilà. Alors, donc il va commencer par recevoir les galons encore montés sur les manches et couler de la cire résine liquide en fusion sur les fils. Puis il va imprégner en fait des papiers de soie de cire d'abeille et les plaquer sur les broderies pour vraiment éviter que les motifs ne bougent trop. Il va faire la même chose au revers en retournant chaque manche et continuer de mettre de la cire résine en fusion dans chaque interstice. Il sépare les différentes épaisseurs.
et enlève le tissu archéologique qui est jugé en surplus. Continue de mettre des papiers de soie avec de la cire résine et de la cire d'abeille et il rassemble les différents fragments sur une seule et même bande de papier de soie. Donc vous voyez une intervention finalement assez lourde et par laquelle il conclut ainsi. C'est pareil, on va revenir au diapo. Ouais, c'est un peu intense. Si ça veut bien passer. Oui, ça va venir. Voilà, il y a une citation donc, qu'il donne à la fin de sa restauration dans laquelle il dit « Les conditions de conservation de la cire sont parfaites et le papier a été préféré à une étoffe comme devant mieux résister au temps. Du reste, il serait extrêmement facile de transposer l'ensemble de la broderie sur un nouveau support par léger chauffage et en faisant glisser tout le galon sur un autre support. » Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Alors... On a perdu le diapo. C'est pas grave. Oui. Donc, pour vous présenter brièvement les dégradations liées à la cire résine, on a évidemment une altération de ce matériau puisqu'elle se dégrade chimiquement avec une auto-oxydation ainsi qu'une hydrolyse décomposée. Voilà, une hydrolyse décomposée. Et donc, ça entraîne en fait une perte de solubilité du mélange ainsi qu'une perte du pouvoir adhérent. Pardon. Je suis désolée. Voilà. Donc la perte du pouvoir adhérent, ça donne ces écailles qui se désolidarisent. Et comme on l'a vu, on a également un problème au niveau du papier de soie, puisqu'il y a des lacunes dans le papier de soie et des déchirures, et donc un risque de perte des fragments. Donc, pardon, je suis désolée. Voilà, donc comme on a une interaction aussi très forte entre la cire résine et les matériaux en présence, on se retrouve avec des dégradations comme les fils d'or qui sont extrêmement ternis, comme vous le voyez à l'écran, et donc on a une mauvaise appréciation en fait des qualités esthétiques et informatives de la broderie, en plus d'avoir évidemment une dégradation liée à l'acidité de la cire résine. Donc, il apparaissait assez évident que ces dégradations engendrées par la cire résine allaient mener à un protocole scientifique assez important. Et donc, dans l'idéal, on souhaitait trouver finalement une méthode de retrait ou d'allègement, mais en discutant avec le MAN, on s'est aussi rendu compte que si les interventions de restauration étaient trop lourdes et trop dangereuses pour l'objet, on prendrait le parti de ne pas intervenir. Donc ça a mené au protocole scientifique suivant, c'est-à-dire qu'il fallait que ce protocole réponde à différentes interrogations, donc comprendre d'abord la nature des substances qu'avait utilisées France Lanor, expérimenter les différentes techniques de retrait et d'allègement de la cire résine afin de juger laquelle était la plus efficace, et évidemment évaluer l'effet de ces techniques sur l'œuvre. Donc on a commencé par retrouver la recette d'Albert France Lanor pour cette fameuse cire résine, puisqu'on avait seulement les ingrédients mais pas les proportions. Et à l'issue de pré-test, c'est la recette 7 parts de cire, 3 parts de résine d'amarre et 1 part de paraffine qui a été retenue. Il a donc fallu se pencher sur la littérature en restauration de peinture. Et en fait, on avait plusieurs traitements qui s'offraient à nous, soit des traitements par compresse de solvant, soit des traitements par gel de solvant, ou encore des techniques de chauffage. Donc il a fallu déterminer quel solvant allait être utilisé pour la suite de nos tests. Et sur les 9 que vous voyez à l'écran, c'est le White Spirit D40 ainsi que le cyclohexane qui ont été retenus. Il a aussi fallu déterminer quelle méthodologie allait être mise en place. Et donc, pareil, des pré-tests ont été menés. Et finalement, il y a 5 techniques qui ont été retenues. Des techniques avec des compresses d'évolon trempés dans chaque solvant, des techniques d'agar à 5%, là aussi trempées dans chaque solvant, ou encore la technique de chauffage avec une spatule chauffante et une interface en évolon. Ces 5 techniques ont été retenues et ensuite testées sur des éprouvettes brodées et recouvertes de cire résine. Et à chaque fois, nous les avons analysées avant la pose de la cire résine, après la pose de la cire résine, c'est-à-dire la phase pendant, et après traitement. Les analyses ont été les suivantes. Des pesées sur une balance de précision, des points pris au capteur laser pour voir en fait les différences d'altitude sur chaque relief de la broderie et des photographies au microscope 3D et en vue générale. Pour vous présenter brièvement les résultats, c'est la spatule chauffante qui a les meilleurs résultats avec environ 25% de matière enlevée et c'est confirmé par les profils de points puisqu'on voit très bien qu'il y a une grande différence entre l'altitude pendant, c'est-à-dire avec la cire résine et après traitement.
Ce que l'on voit beaucoup moins avec les compresses de solvants où le retrait de matière est moindre, et les gels de solvants ont carrément été éliminés car il y avait des incohérences en fait, dans les profils de points, donc la technique n'était pas du tout adaptée. On a tout de même voulu tester une technique mixte avec spatule chauffante et compresse de cyclohexane, mais en fait il y a très peu de différence d'efficacité entre la spatule chauffante seule et la technique mixte. Donc maintenant qu'on savait que c'était possible scientifiquement et techniquement de retirer, en tout cas d'alléger la cyrésine, il a quand même fallu prendre le choix de dérestaurer ou non cette œuvre. Et donc ça a été des décisions prises entre le MAN et l'INP. Pour faire un bref rappel, en fait dans les années 60, il y a plusieurs techniques de restauration par adhésif et résine qui sont utilisées. Et j'en veux pour exemple, ce bracelet en perles de verre issu de la tombe de Toutankhamon qui a été coulé dans la cyrésine. Ce fragment de cuir de Saint-Denis également qui a été mis dans la paraffine. Ou encore, la dernière image, c'est France Lanor qui scotche en fait des filets métalliques, également de Saint-Denis. La cyrésine, comme France Lanor le disait, a été utilisée dans un but en fait, de réversibilité et de stabilité dans le temps, même si aujourd'hui c'est un matériau qui accuse complètement le passage du temps. Il ne faut pas oublier que ça a permis, dans un sens, que ces œuvres nous parviennent. Et donc, comme d'une part ça fait partie de l'histoire de l'objet, mais qu'en plus c'est extrêmement présent et que ça rend ces broderies extrêmement composites, une intervention de conservation-restauration a des conséquences qui ne sont pas à négliger. Il y a un potentiel danger dans le fait de traiter ces œuvres. Inversement, la cyrésine empêche de mener des analyses approfondies, elle détériore les fibres comme on l'a vu, et vous l'avez vu avec les photographies précédentes, ça altère aussi considérablement la lecture de l'œuvre. Donc en fait, on avait une frontière assez fine entre la protection apportée par l'adhésif et la détérioration apportée également par cet adhésif. Donc finalement, en échangeant autour de ces questions, on a quand même décidé d'intervenir en considérant que d'une part, on allait alléger la cyrésine, mais pas l'enlever complètement, puisque de toute façon, c'était impossible. Que les pièces étaient trop dégradées pour ne pas intervenir, il y avait plus de risques en laissant la cyrésine plutôt qu'en intervenant, et qu'en plus nous allions tirer parti de cette cyrésine pour ne pas apporter un nouveau matériau de restauration tel un adhésif, puisqu'en fait en faisant fondre la cyrésine, on allait pouvoir replacer tous les filets métalliques qui étaient soulevés. Donc c'était assez pratique de ne pas apporter de matériaux exogènes. Donc ça a mené à l'intervention de conservation-restauration qui a d'abord commencé évidemment par décoller les bandes du plateau et les dépoussiérer finement. Et il a fallu faire un test sur le fragment de la bande A, enfin la première bande, pour vérifier quand même que le protocole était faisable. Donc à l'issue de ce test, on s'est rendu compte évidemment qu'il fallait miniaturiser le plus possible et la spatule chauffante et les compresses des volants de manière à vraiment accéder finement aux zones à traiter. Et on s'est rendu compte qu'il allait falloir travailler sous le binoculaire. Donc voilà, ça c'était un élément important de vraiment adapter en fait, le protocole scientifique aux conditions réelles. On s'est également rendu compte que la technique mixte n'était pas du tout envisageable, puisqu'en fait on retirait suffisamment de cire-résine avec la spatule chauffante, et donc c'était inutile, voire délétère, de solubiliser une seconde fois la cire-résine qui était restée pour maintenir les filets en place. Donc la cire-résine a été traitée sur l'ensemble de la bande A en l'allégeant là où il restait du textile, et donc on n'a finalement pas touché au textile en tant que tel. Mais par contre, elle a été considérablement enlevée au niveau des filets métalliques de manière à leur redonner d'une part leur brillance, mais aussi à repositionner les filets qui étaient soulevés ou mal positionnés, et ainsi on retrouve en fait plus ou moins le dessin original selon les zones. À la suite de ça, on a remis à plat les bandes grâce à un tapis chauffant. Donc ça a évidemment permis de mettre à plat les bandes, mais aussi de faire réadhérer les différentes écailles qui étaient soulevées et que vous avez vues précédemment en photographie. Et un doublage a été réalisé avec un papier japonais fin, d'une part pour consolider les éléments fragiles, mais aussi un doublage en plein pour vraiment s'assurer de la bonne consolidation du papier. Après cela, la bande B, qui était très très fragile, a pu être à nouveau manipulée et donc elle a été traitée selon les mêmes modalités que la bande A. Et enfin, un doublage en plein avec un papier japonais plus épais a été réalisé. Et ce papier japonais en fait, a été teint car il est légèrement visible. Il a été découpé à seulement 2 mm du bord des broderies de manière à être cousu au montage. Alors le montage, c'est un millefeuille de carton neutre, de molleton de coton et d'une toile de soie. Et donc comme vous le voyez, le papier brun permet en fait de stabiliser les broderies en les cousant vraiment à la toile de soie.
Voilà, donc le bilan des opérations, c'est 210 heures de travail, la cire résine qui a pu être allégée et le papier consolidé. Et aujourd'hui, le plateau permet à la fois de manipuler les broderies, mais aussi de les exposer de manière tout à fait sécurisée. Donc elles ont les broderies ont retrouvé d'une part leur qualité esthétique, mais aussi leur qualité informative. Et à ce titre, la restauration sous loupe binoculaire a permis de voir des éléments comme par exemple ces fils de couture médiévaux, ainsi que des petits fragments, mais précieux, de toile. Donc ça a vraiment confirmé le fait que le textile en présence est bien une toile de soie. Et je laisse Fanny conclure. Voilà. Donc voilà, vous l'aurez compris, cette intervention menée par Blandine, ça a été vraiment un moment fort pour nous, pour cette œuvre, à la fois dans l'historique de l'œuvre en lui-même, parce que quand même, on vient à nouveau intervenir sur une pièce qui est déjà extrêmement complexe, mais aussi dans un cadre plus large, ça nous a permis une observation des techniques développées par Albert Franz-Lanor. Je vous l'ai dit, c'est un ancien industriel, et en fait, on s'aperçoit, nous, au MAN, quand on étudie les objets qui sont passés entre ses mains, que c'est à la fois quelqu'un qui fait montre dans son travail d'une grande connaissance des technologies de son époque, mais aussi d'une grande confiance dans les technologies de son époque. Et c'est assez amusant parce que à la fois il est très prudent par certains aspects dans son approche, et notamment quand il écrit sur sa théorie de la restauration, mais il est aussi très très audacieux parce qu'il a cette confiance dans les technologies de son époque. Et finalement, les restaurations qu'il a menées, eh bien, elles sont aussi ambivalentes que lui. Elles ont réellement porté les œuvres jusqu'à nous dans des conditions qui sont quand même acceptables compte tenu de la nature de ces pièces qui, dès le départ, est quand même très complexe et très problématique, tout en paraissant aujourd'hui particulièrement lourdes, ces interventions. Et j'ai bien noté tous vos cris d'effroi tout à l'heure. Et voilà, et c'est vrai que ces interventions, elles ont un impact majeur sur la matérialité de ces pièces. Donc aujourd'hui, pour moi, en tant que conservatrice, je pense qu'il y a vraiment une forme de démarche d'acceptation qu'il faut adopter vis-à-vis de ce type de pièces. C'est clair qu'elles n'ont absolument plus rien à voir avec ce qu'elles ont pu être en leur temps, et que l'intervention qui a été menée dans les années 60 a totalement modifié leur matérialité. Et aujourd'hui, nul ne sert d'entretenir une quelconque illusion d'une potentielle réversibilité. Je pense qu'il faut vraiment considérer ces pièces comme des œuvres extrêmement composites et accepter que la cire résine, désormais, en est l'un des matériaux de composition au même titre que l'or ou que la soie. Et tout ça, évidemment, doit nous rappeler la nécessité de rester humble dans notre propre pratique. Ça, vous le savez déjà, parce qu'elle s'inscrit tout autant dans son contexte que celle d'Albert Franz-Lanor. Mais là, je vais rejoindre mes collègues de ce matin. Je dirais qu'en tout cas, ce qui fait le point fort, à mon avis, de nos démarches à tous aujourd'hui, c'est quand même maintenant la collégialité. Parce que contrairement à Albert Franz-Lanor, qui était plutôt seul dans son laboratoire, nous, on a la chance de monter des conseils scientifiques, de faire intervenir des experts, d'échanger, de prendre des décisions tous ensemble, et de peser le pour et le contre après des recherches qui peuvent être extrêmement approfondies. Et c'était le cas dans ce cas-ci, 7 mois quand même d'études avant de commencer à intervenir sur l'objet. Et tout ça en s'offrant en plus le luxe de s'autoriser à ne pas intervenir si on estime que finalement on n'est pas en capacité de le faire. Et à mon avis, c'est ça la clé de cette restauration. Et c'est ce que nous, je pense, on va retenir de cette expérience profondément enrichissante et fondatrice. Voilà, merci à tous.